Les sociétés coloniales à l'âge des empires, Afrique, Antilles, Asie, des années 1850 aux années 1950. Ouvrage collectif sous la direction de Jean-François Klein et Claire Lowe. Introduction, Claire Lowe et Jean-François Klein. Pour la première fois, les concours de l'enseignement secondaire, agrégation, CAPES, CAFEP, proposent un programme d'histoire contemporaine résolument extra-européen. Le choix d'aires géographiques très différentes, Afrique, Asie, Antilles, qui permettent d'étudier tous les grands empires du moment témoignent de la très forte dimension comparative du programme, dans la mesure où il s'agit d'étudier les sociétés coloniales, certains Européens, colons, administrateurs, militaires, négociants, planteurs, missionnaires, sont au cœur de la question, tout comme le problème de la domination occidentale. Mais pas seulement, puisque la colonisation japonaise, en Corée et à Formose en particulier, constitue une part intégrante du programme. Cependant, c'est bien la première fois que la situation coloniale, c'est-à-dire la façon dont la question coloniale elle-même, localement dans la colonie, est au centre des problématiques et non, plus classiquement, les relations entre les métropoles et leurs empires dans une relation centre-périphérie univoque. Composée principalement de populations indigènes, autochtones ou allochtones, la société colonisée est le point focal principal plutôt que celle du colonisateur. Cependant, et il n'échappera à personne que l'interaction, la rencontre coloniale, est au cœur de la question du concours. Pour les étudiants qui préparent les concours, comme pour les historiens chargés de les y aider, il devient alors indispensable de décentrer le regard et de se focaliser sur un local colonial sans cesse reconfiguré par des circulations en constante évolution, sans omettre que la colonie appartient à un ensemble plus vaste, un système impérial avec lequel elle entre à des niveaux variables en connexion. La colonie n'est pas un monde clos. Bien au contraire, et comme toute société, elle est poreuse et intègre à des niveaux variables les mutations induites par la mise en contact entre colons et colonisés. Fruit d'une double histoire, d'une rencontre fondamentalement violente, la société coloniale est un espace de réception, de mise en tension entre deux mondes asymétriques dans leurs rapports les plus élémentaires, celui du dominant et celui du dominé. Comme le rappelait Ballandier, la société colonisée frappe d'abord par deux faits, sa supériorité numérique, essentiellement des populations rurales, et la domination radicale qu'elle subit. Numériquement majoritaire, elle n'en est pas moins une minorité sociologique. Et un lieu de mutation, comme de résistance. C'est aussi un espace d'affrontement. En effet, la violence est à l'origine du rapport colonial puisque instaurée par la conquête. Autant par les armes que par la contrainte, plus ou moins librement consentie, c'est la déstructuration de l'essentiel des cadres sociaux existants qui a rendu possible la mise en place de la puissance coloniale. Paradoxalement, si la société coloniale exclut, elle intègre aussi une partie des populations autochtones qui y trouvent intérêt pour de multiples raisons. Le maintien d'une société de colons numériquement très inférieure mais hégémonique sur le plan culturel, économique et militaire, parfois même linguistique, ne s'explique que par une participation plus ou moins active d'une partie non négligeable des colonisés à leur propre système de domination. Parfois même, la collaboration apparente masque à peine une forme de résistance visant à s'emparer du savoir de l'occupant pour mieux s'en libérer. C'est le sens des mouvements dits modernistes, qui se développent à l'aube du XXe siècle, en particulier en Asie. Parfois aussi, les administrations coloniales maintiennent en place les souverains traditionnels qui leur sont favorables et peuvent, de fait, figer une société dans un schéma politique qui tente à être essentialisé pour mieux le rendre immuable, quitte à réinventer largement la tradition locale, afin de la manipuler à un dessein, à l'exemple du Cambodge, des sultanats malais ou encore du Rajasthan dans l'empire des Indes britanniques. La capacité à intégrer les éléments de la modernité conquérante, c'est-à-dire une part non négligeable de la culture des colons, la langue, parfois l'écrit, la culture matérielle, parfois la religion, la culture économique et militaire, explique en grande partie la facilité avec laquelle la société coloniale se reproduisit, quitte à négocier des nouveaux espaces de liberté ou à les restreindre, afin de maintenir le plus longtemps possible la domination effective, quelle que soit la forme qu'elle prenne. Cependant, en dépit des travaux les plus récents, mettant l'accent sur les circulations impériales, qui ne peuvent être perceptibles que par un constant jeu d'échelle entre le local, colonial ou métropolitain, le régional, là où les aires dans lesquelles elles s'inscrivent, et l'échelle impériale, voire globale, les sociétés coloniales perpétuellement reconfigurées sont ici, dans le cadre du programme du concours, à étudier pour elles-mêmes, des années 1850 aux années 1950, en privilégiant en particulier l'angle de l'histoire sociale et culturelle dans le cadre des trois grands ensembles spatiaux considérés, l'Asie, l'Afrique et les Antilles. Grand 1 de l'intérêt d'une approche sociale du fait colonial.
Ce programme de concours nécessite évidemment, pour les agrégatifs, mais aussi pour les candidats préparant le CAPES et le CAFEP, de se plonger dans l'article fondateur de Georges Ballandier qui croise, en 1951, ethnologie et sociologie pour saisir sur le vif une société coloniale encore vivante qu'il dissèque tel un entomologiste social. Ce concept fondateur fut rappelé aux chercheurs travaillant sur ce que l'on appelait encore dans les années 1990 le fait colonial, dans le livre programmatique dirigé en 1997 par Frederick Cooper et Anne-Laura Stoller, Tensions of Empire. Celui-ci fournit à la fois un agenda à la recherche et un outil permettant de saisir au plus près la réalité complexe de l'ensemble des acteurs de la société coloniale et leurs négociations perpétuelles en dépit du caractère fondamentalement inégalitaire de la relation qu'entretiennent les colonisés avec les dominants, qu'ils soient européens, allemands, britanniques, espagnols, français, hollandais, italiens ou portugais, ou encore américains et japonais. L'éclairage de l'histoire sociale apparaît comme d'autant plus intéressante que, dans les sociétés occidentales, les conflits de mémoire viennent souvent doubler ou renforcer les affrontements sociopolitiques, comme ont pu en témoigner, ces dernières années, un certain nombre de tensions, voire des émeutes, dans les anciennes métropoles et les discours qui les ont accompagnés, tant de la part des protagonistes que des analystes. Or, l'approche culturaliste des post-colonial studies, par ailleurs fort stimulante, comporte, cela a souvent été souligné, le risque d'une essentialisation manichéenne des rapports entre colonisateurs et colonisés, qui occulte souvent la diversité des situations coloniales et, surtout, leur temporalité propre. En revanche, l'approche, telle que la préconise Ballandier, permet de penser la colonisation comme une transaction hégémonique, une société ambiguë, voire parfois ambivalente. L'approche de l'histoire sociale, au contraire, part toujours du cas singulier, pris dans toute sa complexité et cherche à en dégager des enseignements, d'où le choix fait dans ce volume d'une alternance d'études, de cases et de contributions plus transversales. Le jeu d'échelle permettant, ici, de faire émerger des spécificités propres aux sociétés coloniales et de les articuler à leur ensemble impérial. Grand 2, qu'est-ce qu'une société coloniale ? Certes, il y a presque autant de sociétés coloniales que de colonies. Néanmoins, certains critères permettent de distinguer les sociétés coloniales des années 1850 à 1950, à la fois des autres types de sociétés de la même époque et des sociétés coloniales des périodes précédentes, que l'on peut, pour simplifier, qualifier de sociétés coloniales d'ancien régime. Les vieilles colonies et, dans une moindre mesure, les Indes néerlandaises permettent d'étudier des phénomènes de continuités et de ruptures entre les sociétés coloniales d'ancien régime et celles de la période contemporaine. À la différence des autres espaces étudiés, et bien que des formes plus ou moins prégnantes d'esclavage existaient, souvent domestiques, que ce soit en Afrique subsaharienne ou en Asie du Sud-Est, et qui furent toutes abolies par les puissances coloniales afin de légitimer la mission civilisatrice, l'espace caribéen et celui des Mascareignes se caractérisaient par des sociétés esclavagistes. Les dates d'abolition ne sont pas les mêmes en fonction des métropoles dominantes, et post-esclavagistes où la question raciale prend une tournure politique très importante et explique pour une large part les tensions et clivages qui les animent. Les tensions sont d'autant plus complexes que les autochtones furent presque partout anéantis et que les habitants s'approprièrent un territoire qui n'était pas le leur. À cela, il faut ajouter l'engagisme qui fut à l'origine de migrations, dans ces espaces insulaires, d'autres populations généralement originaires d'Inde ou de Chine, ce qui généra, là encore, de nouvelles formes de tensions, mais aussi des accommodements, d'où sont issues les sociétés créoles que l'on ne retrouve pas dans les colonies dites d'exploitation de la seconde moitié du XIXe siècle. Le premier élément de définition pourrait être d'ordre administratif. Les sociétés coloniales naissent et se développent dans des cadres étatiques définis par le système colonial. Or, la mainmise de l'État colonial sur ces sociétés a été limitée et a pu varier considérablement dans le temps. Dans l'histoire de ces pays, le moment colonial n'est justement jamais qu'un moment qu'il faut veiller à ne majorer ni minorer. Toujours est-il que les sociétés coloniales par définition subissent, de manière plus ou moins directe et plus ou moins brutale, la domination d'une tutelle extérieure, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient vécues comme une occupation étrangère. Afin de résister à cette hégémonie ou d'en tirer le meilleur parti, les populations dominées, colonisées ou populations indigènes allochtones dont la migration a été le fait du colonisateur, mettent en place un certain nombre de mécanismes d'adaptation et de défense, comme le rappellent Jeanne Burbank et Frederick Cooper. Ouvrez les guillemets, la domination coloniale ne fut pas et ne pouvait pas être à la hauteur de la vision totalisatrice d'Européens refaisant le monde à leur image ou pour l'utiliser à leur profit.
Les compromis exigés par l'Empire l'emportèrent sur les fantasmes d'un colonialisme européen modernisateur. Dans l'adaptation permanente, les sociétés coloniales sont, dans les faits, des laboratoires d'un bouillonnement social qui tient davantage du bricolage empirique que de la réalisation des fantasmes de technocrates métropolitains, d'officiers ou d'administrateurs coloniaux. Moins encore que la nature, les colons n'arrivent à mettre en ordre et discipliner les hommes des tropiques. Pour ce qui est de la conquête, par la répression, par l'exemple, l'ordre colonial s'appuie souvent sur la mobilisation de troupes de colonisés et leur participation à des sociétés militaires qui obéissent à des logiques différentes de celles des sociétés civiles. Les sociétés coloniales apparaissent ensuite comme des sociétés fortement pyramidales dans lesquelles, aux hiérarchies sociales habituelles, viennent se greffer, à différents niveaux et de manière variable selon les cas, les hiérarchies raciales. L'histoire de ces sociétés comporte, dès lors, un important volet démographique dont les candidats ne sauraient faire l'économie. La colonisation est en effet d'abord une remise en question quantitative des équilibres démographiques, par la conquête de manière plus ou moins dramatique, par l'arrivée de colons, les flux de main-d'œuvre, les déplacements de population dans le cadre des conquêtes, mais aussi des opérations dites de pacification et de mise en valeur. La question de savoir dans quelle mesure les hiérarchies raciales priment sur les hiérarchies sociales dans les sociétés coloniales se pose différemment dans chaque zone géographique. Presque dans chaque colonie, et fait en particulier entrer en jeu l'image que les colonisateurs ont des colonisés. Il n'est pas exclu qu'un aristocrate britannique se sente plus proche d'un notable indien que d'un ouvrier de Manchester ou d'un paysan irlandais. En revanche, il ne ressent pas nécessairement la même proximité avec un chef Ashanti ou un libre de couleur de Kingston. Les métis, ces enfants de la colonie, pour reprendre la belle expression d'Emmanuel Saada, sont souvent un bon indicateur des tensions entre le social et le racial, dans la mesure où ceux-ci violent la frontière raciale et traversent la colored line. De fait, les métis étaient la preuve vivante de la transgression possible de la frontière tacitement reconnue dans le monde colonial, c'est-à-dire le non-contact entre dominants et dominés, coloniaux et colonisés, issu pour la plupart, mais pas toujours, d'une union passagère ou non légale, dans le sens du droit pénal des colonisateurs. Une part importante de ces enfants, fruits de la rencontre impériale, étaient abandonnés par leurs géniteurs. Lorsqu'ils n'étaient pas reconnus, cet acte condamnait les métis à se déciviliser, davantage d'ailleurs par le rang que par le sang. Ces êtres à la fois hybrides culturellement et bâtards juridiquement deviennent des étrangers ou des indigènes dans leur propre monde. Marqués par leur double exclusion, du monde indigène comme du monde colonial européen, les métis de la colonie représentent une catégorie sociale potentiellement facteur de désordre, tant sur le plan social et politique que dans la nécessité de leur trouver une place dans l'ordonnancement des catégories juridiques aux colonies. Cette population, pensée à la frontière entre société des colons et celle des colonisés, menaçait par son existence même la cohérence de tout le maillage social impérial. Si ces êtres hybrides étaient, de fait, relégués à la marge de la société coloniale, leur existence les plaçait de fait juridiquement au cœur de la question coloniale. Dans l'Empire français, les métis non reconnus par leur père ne peuvent ainsi pas accéder à la place de citoyens et restent à vie, et ce malgré leur sang et leur éducation, lorsqu'ils en reçurent, avant le départ de leur père, des sujets de l'Empire, au même titre que leur mère. Inclassables, ils n'étaient ni colons ni colonisés. Le droit colonial a dû leur trouver une place. Si leur faciès en faisait des citoyens français, leur état civil en faisait des indigènes. Craignant que cette injustice ne transforme ces déclassés en ennemis irréductibles du système colonial, les autorités administratives ainsi que certains édiles coloniaux s'attelèrent à ce problème et tâchèrent de leur donner une place en fonction de leur rang. Finalement, intermédiaires nés, ils devinrent des auxiliaires idéaux pour l'encadrement colonial. Bien entendu, une fois encore, il ne s'agit que d'une généralisation, et nombre de parcours individuels viennent infirmer ces propos. Hiérarchisées, les sociétés coloniales sont, presque par voie de conséquence, des sociétés divisées, voire ségrégées, ce qui est l'une de leurs marques essentielles. S'appuyant sur les clivages sociaux, raciaux, linguistiques ou religieux qui précédaient la conquête, les administrateurs coloniaux, militaires ou civils, surent en user, créant, lorsque cela était jugé utile, d'autres formes de division, afin d'asseoir au mieux l'hégémonie impériale. Ainsi, par exemple, l'invention de l'ethnie permet aux colonisateurs de se doter d'une arme de gestion particulièrement efficace. De même, le fait de figer le système des castes ou de jouer hindous contre musulmans et d'user des sikhs comme instrument de répression fut un des moyens les plus efficaces de la domination britannique dans le sous-continent indien. De même, on peut voir le décret Crémieux en 1870 en Algérie
autant comme un progrès de la lutte contre l'anti-judaïsme que comme un clivage colonial permettant aux Français de se doter d'une frange d'intermédiaires locaux très efficace dans l'appareil d'État colonial. Il en va de même pour les catholiques, dans les premiers temps de l'administration de la Cochinchine vietnamienne. Enfin, les habitants des 4 communes sénégalaises, de Dakar, de Gorée, Rufisque et Saint-Louis, citoyens de plein droit, fournirent de nombreux cadres subalternes, mais devinrent aussi des modèles gênants lorsque fut créée la fédération d'AOF, composée de sujets d'empire et que ceux-ci réclamèrent le même statut. S'instituent ainsi des formes de communautarisme coloniaux. Dans la plupart des sociétés coloniales, on peut observer des rapports asymétriques, basés en grande partie sur une hiérarchie des peuples en fonction d'un certain nombre de canons, y compris physiques. Prééminence des Tutsis sur les Hutus, des Lao ou des Khmers sur les autres peuples vietnamiens jugés moins beaux, mais aussi en fonction de la loyauté réelle ou supposée de telle ou telle ethnie envers le système colonial. Un exemple bien connu étant celui de la revalorisation des Sikhs et des Gourkhas, autrefois méprisés par les Britanniques à la faveur des conflits afghans et surtout de la révolte des Sipais de 1857. Ce sont ces mêmes Gourkhas qui, un siècle plus tard, formèrent de 1848 à 1960 l'essentiel des troupes d'élite britanniques engagées dans la politique dite d'état d'urgence en Malaisie contre le Parti communiste malais. Les relations avec l'État colonial jouent un rôle déterminant dans le maintien ou la recomposition des hiérarchies sociales, et la colonisation met alors en place une société fondée sur un système de privilèges liés à une appartenance religieuse, ethnique ou raciale, qui ne vont pas sans générer un certain nombre de rancœurs et ressentiments dont les décolonisations et la période post-coloniale doivent assumer le solde. Si elles sont racialement clivées, les sociétés coloniales le sont aussi sur le plan sexuel. Comme le souligne Pascal Barthélémy et d'autres spécialistes des gender studies, ce n'est pas un moindre paradoxe que les historiens aient mis si longtemps à redécouvrir le caractère sexué des sociétés coloniales, alors que les contemporains en avaient si bien saisi la force et les enjeux. Ces questions des femmes et du genre sont beaucoup plus centrales dans les sociétés coloniales que ce que leur a longtemps accordé l'historiographie. Par ailleurs, les interactions coloniales avec les religions non chrétiennes mettent celles-ci à l'épreuve, introduisant des confusions doctrinales, des schismes et les obligeant à se poser pour ou contre la modernité conquérante, alors que les missions chrétiennes viennent appuyer, un temps seulement, et non sans d'importantes tensions d'ailleurs, le projet colonial. Comme le rappelle Ballandier, les sociétés coloniales forment un système complexe, une société globale particulièrement hétérogène. Instrument à l'usage de la nation coloniale, la société hybride qui en est issue apparaît comme possédant, d'une manière essentielle, un caractère d'inauthenticité. Elle cherche constamment à se justifier par un ensemble de pseudo-raisons. Fin de citation de Ballandier. Du fait de leur caractère artificiel, au sens d'imposer de façon non naturelle, les sociétés coloniales sont jugées par Georges Ballandier comme socialement malades. Ballandier, page 33. Ce sont aussi des sociétés mouvantes, en continuelle évolution, d'ailleurs sans cesse pensées par le pouvoir colonial comme devant être réformé. Le concept de modernité, à manier avec une grande prudence, se trouve au cœur de tous les discours colonialistes contemporains. Il est convoqué comme l'essence même de la colonisation et la légitime au nom d'un prétendu devoir de civilisation, le fameux fardeau de l'homme blanc, cher à Kipling. La dynamique occidentale, pensée comme supérieure, permet ainsi le maintien, la représentation de sociétés précoloniales le plus souvent décrites comme archaïques, traditionnelles, voire figées. La question du réformisme colonial, ainsi que la dialectique modernité-tradition, se trouvent au cœur du programme. Cette dialectique alimente tant la domination coloniale, figure du colonisateur, le médecin, l'ingénieur, l'administrateur, instituteur apportant, dans le plus pur esprit des Lumières, le progrès à des peuples plongés dans l'obscurantisme, autant que les formes de résistance sociale qui se mettent en place. Ces dernières, en effet, s'appuient tantôt sur des concepts et des idées occidentales apportés par la colonisation, tantôt sur une tradition perpétuellement réinventée, pour lutter justement contre cette occidentalisation. Il s'agit là aussi, en partie du moins, d'un élément de distinction entre les sociétés coloniales contemporaines, celles de la période 1850-1950, et les sociétés coloniales d'Ancien Régime, lesquelles, en dehors de l'entreprise d'évangélisation menée par certaines congrégations catholiques, fondaient moins leur justification sur les progrès apportés aux indigènes que sur des mécanismes d'exploitation. L'emprise, même indirecte, de la révolution industrielle sur ces sociétés coloniales de l'époque contemporaine et leur insertion dans un capitalisme de plus en plus mondialisé ne sont pas sans engendrer un certain nombre de bouleversements
y compris dans des régions où, a priori, le contact avec le colon ne s'est pas ou peu produit. Tel un système en rhizome, l'influence coloniale s'ouvre et émerge parfois là où on ne l'attend pas. Enfin, ces sociétés coloniales ne s'épanouissent quasiment jamais en vase clos ou dans une simple relation duale avec les sociétés de métropole. À la différence, là encore, de ce qui pouvait se passer sous l'Ancien Régime, elles doivent pratiquement toujours être pensées au niveau impérial, voire transimpérial, et, en ce sens, la question de concours permet aux étudiants d'entrer dans une des problématiques les plus importantes de l'historiographie actuelle, qui questionne les métropoles au prisme de leurs possessions ultramarines et leurs interrelations étudiées par le biais du jeu d'échelle entre le colonial et l'impérial. Première partie, politique et encadrement des sociétés en contexte colonial. Chapitre 1. Empire espagnol, empire portugais à l'époque contemporaine, destin divergent des outre-mers ibériques, par Alexandre Fernandez. Il n'est pas lieu ici de revenir, fût-ce très brièvement, sur les empires espagnols et portugais des temps modernes. Rappelons uniquement qu'entre la fin du XVe siècle et le milieu du XVIe siècle, portugais puis espagnols avaient bâti les premiers empires outre-mer et que s'y étaient consolidés, dans les conditions économiques, politiques et culturelles d'Ancien Régime, des formations sociales que l'on peut à bon droit désigner comme sociétés coloniales. Entre 1810 et 1825, dans la tourmente des guerres napoléoniennes, des aspirations libérales de part et d'autre de l'Atlantique et des réactions consécutives, des encouragements intéressés de la Grande-Bretagne et des jeunes États-Unis, les immenses territoires ibéro-américains s'étaient libérés, selon des modalités fort différentes au demeurant, selon si dépendant de Lisbonne ou de Madrid. Sans doute, encore au milieu du XIXe siècle, les deux États ibériques conservaient-ils des empires pouvant supporter, à leur avantage selon l'indicateur choisi, la comparaison avec ceux de la Hollande ou de la France. Mais quel pouvait être le destin de ces empires vieillis, forgés dans un environnement idéologique, géopolitique et économique différent, en régime libéral ou à l'époque industrielle? À peine 50 ans plus tard, l'Empire portugais paraissait ne se maintenir qu'à grand-peine, tandis que ce qui avait été jusque-là conservé de cet empire espagnol sur lequel le soleil ne se couchait jamais, était englouti à Manille et à Santiago de Cuba. S'essayant à la compétition impérialiste des temps nouveaux, les deux nations latines orientaient alors leurs ambitions vers ce que les grandes puissances leur laissaient accessible, en Afrique, avec des fortunes sensiblement différentes au demeurant. La longue et terrible guerre du Maroc témoigna à l'envi de l'échec annoncé de toute tentative de création d'un Maroc espagnol, alors que les Portugais ont pu vouloir, sinon pouvoir, entretenir l'idée d'une entité lusitanienne par-delà les océans jusqu'au début des années 1960. Grand 1 des Espagnols des deux hémisphères. Réunis à Cadiz, les Cortes libérales avaient déclaré dans l'article 1er de la Constitution de 1812 que la nation espagnole était la réunion des Espagnols des deux hémisphères. Pour bien des élites américaines, c'était là espérance que la fin du système colonial d'exploitation commerciale s'accompagna d'une liberté politique à l'alchimie nouvelle, combinant tout à la fois reconnaissance de l'identité des droits et relative autonomie de l'administration. Espoir vite anéanti dans le fracas de la réaction absolutiste de Ferdinand VII, d'une part, et des déclarations d'indépendance, d'autre part. Ces événements sans doute suffisent-ils à rendre compte du rêve brisé. Cependant, plus fondamentalement, il faut ici considérer que le rêve d'une société ultramarine hispanique, une sorte de Commonwealth avant la lettre, le projet d'État transocéanique évoqué lors du triennio libéral de 1820-1823, ne pouvait que se dissoudre dans les contradictions mêmes du libéralisme confronté aux structures sociales et à l'essor économique des sociétés demeurées essentiellement coloniales. De 1837 à 1876, les divers gouvernements qui se sont succédés à Madrid, libéraux modérés comme libéraux progressistes, n'ont cessé d'annoncer leur décision de faire promulguer des lois spéciales pour l'outre-mer, sans jamais pouvoir les réaliser jusqu'à cette date. La création en 1853 d'une direction générale de l'outre-mer et celle d'un ministère 10 ans plus tard ayant été mesures administratives bien davantage que politiques. Si, indépendamment de la mauvaise volonté certaine de plusieurs figures politiques majeures à Madrid, cette promulgation fut inhibée, Frédéra 1999, c'est que l'impossibilité était intrinsèque. Alors que sous la monarchie d'Ancien Régime, l'existence de Leyes de Indias n'avait suscité aucun problème. En doctrine, le libéralisme de la première moitié du XIXe siècle ne pouvait qu'imaginer que la loi fût identique sur l'ensemble du territoire et que tous les habitants y fussent identiquement soumis en devoir et en droit. D'où, originellement, l'article cité de la Constitution de Cadiz. Or, en pratique, cette idée de l'unité de l'État espagnol
et de la nation par-delà les mers avait dû résoudre un certain nombre de problèmes liés aux structures et à la manière même des sociétés sur lesquelles elles prétendaient avoir droit de cité. Les esclaves, dont les droits civils étaient limités au respect de leur vie, ne pouvaient être assurément concernés par l'exercice de droits politiques. Mais la question était plus complexe, s'agissant des libres de couleur. Les indépendances avaient largement réglé par le fait la question des Indiens. On exclut des droits politiques les castas pardas, ceux qui avaient des ancêtres qui n'étaient ni espagnols ni indiens, ceux qui par conséquent venaient d'Afrique et qui, à ce titre, demeuraient marqués par la macule de l'esclavage. En même temps donc qu'il demeurait le mode de production dominant, mais non exclusif, à Cuba et à Porto Rico, la traite se maintenant, le nombre des esclaves crut sensiblement durant le premier tiers du XIXe siècle. L'esclavage constituait indirectement ou directement le marqueur social-politique de la société coloniale. En faisant non seulement des Noirs libres, mais également des métis, ces castas pardas, on avait contribué à justifier que la représentation politique de Cuba, par exemple, fût d'emblée limitée à 2 sièges. Or, c'était là laisser voir, comme le reprend ironiquement Joseph Frédéra, que dans l'État espagnol, certains étaient plus égaux que d'autres. Or, on ne pouvait pas, précisément, augmenter la représentation des territoires d'outre-mer car, comme le faisait savoir Métropolitain, autant certaines voix de l'oligarchie créole que le capitaine général en poste à la Havane, Cuba ne pouvait être qu'espagnol ou noir. Fin de citation. Et le risque leur paraissait grand, en maintenant la représentation des Outre-mer au Cortés, que le deuxième terme de l'alternative ne l'emporta sur le premier. À ce compte, dès 1837, les députés cubains et portoricains furent expulsés du Parlement, avant même que les représentants philippins n'aient le temps de venir siéger, tandis que la Constitution, reconnaissant, malgré les principes d'égalité et d'unité du libéralisme, une spécificité de juré de l'outre-mer, annonçait l'adoption de lois spéciales pour Cuba et Porto Rico d'une part, les Philippines d'autre part. On a dit le sort de ces lois spéciales, jamais promulguées. En effet, il s'avérait tout à fait impossible de trancher en faveur de la reconnaissance d'une spécificité ultramarine, et a fortiori d'un statut doté d'un certain degré d'autonomie, soit que celui-ci eût fait revivre en plein XIXe siècle libéral des dispositifs hérités de l'Ancien Régime, soit, et c'était explicitement pire, bien entendu, qu'il eût tendu à faire dériver politiquement et socialement ces territoires et à en distendre les liens avec la métropole. Ce qu'il était hors de question de tolérer, en raison du prestige national et en vertu des ressources économiques que l'on tirait des îles, sucre cubain, tabac philippin, etc. En fait, et pour dire, à grands traits, ce qui est apparu durant cette décennie, c'est que le libéralisme, désirable pour les Espagnols dans la péninsule, ne pouvait valoir en outre-mer. Au demeurant, le capitaine général doté, outre ses attributions militaires, de la réalité du pouvoir exécutif, serait un excellent garde-fou contre toute tentation. C'est dire, puisque ne s'appliquaient plus ni les anciennes leyes de Indias, ni les lois espagnoles, plus que jamais, les élites créoles insulaires, sauf peut-être le cas particulier des élites ecclésiastiques aux Philippines notamment, mais ce serait à regarder plus en avant, se trouvaient obligés de composer avec les bonnes grâces de ces métropolitains qu'étaient les capitaines généraux et gouverneurs généraux, sur leur rôle aux Philippines, voir Huetz de Lemp 2006. Or, maintenus dans cette minorité politique, les possédants cubains, surtout, commencèrent à diverger d'opinion sur les avantages à demeurer dans l'État espagnol. Lorsque, globalement, le rythme de leur enrichissement commença à fléchir, la classe dominante cubaine avait atteint en effet une prospérité sans précédent durant les décennies 1820-1840. Le gouvernement de Ferdinand VII avait garanti la liberté du commerce. Le sucre, généralement non raffiné sur l'île au demeurant, pouvait à cette époque être exporté vers n'importe quelle destination et sous n'importe quel pavillon. L'extension des plantations avait fait de Cuba le premier producteur mondial de sucre. Cette insertion dans le marché mondial, éminemment profitable pour ceux qui contrôlaient l'économie du sucre, avait malgré tout distendu sensiblement les liens économiques avec la métropole. En fait, dans le cadre des relations économiques entre l'Espagne et Cuba, on n'était pas exactement dans le cas d'un échange inégal classique. L'outre-mer était bien exportateur de matières premières et la péninsule productrice de produits manufacturés. Mais les signes du dynamisme étaient inversés. À bien des égards, la métropole était atone, tandis que la colonie dynamique était en recherche d'un autre centre. Certaines voix réclamèrent un rattachement aux États-Unis. La victoire des libéraux en Espagne en 1837 avait changé la donne.
Ces derniers voulaient plus clairement articuler domination économique et politique. Cette politique douanière nouvelle de l'État avait lésé les intérêts des Cubains en restreignant très fortement l'importation de produits étrangers et en imposant sur l'île la production espagnole plus chère. Cette imposition de restrictions et de tarifs douaniers avait provoqué les premiers heurts entre les créoles de Cuba et Porto Rico et le gouvernement de Madrid, rangé derrière les intérêts de la bourgeoisie péninsulaire. Manifeste de la Chambre de commerce de Carthagène, pour rappel. Si la bourgeoisie de la Havane avait conservé la possession des plantations, c'était dans une large mesure des intérêts métropolitains qui contrôlaient désormais le commerce, y compris la traite. Et très vite, le commerce imposa, via notamment l'importation sur l'île des biens d'équipement nécessaires à la production, sa logique à la production. Sur l'île même, la richesse et le pouvoir de la bourgeoisie cubaine s'étaient érodés au fur et à mesure qu'une bourgeoisie péninsulaire immigrée de commerçants avait pris le contrôle des exportations de sucre et de café, puis, et surtout, des sources de financement. Passé le milieu du siècle, les cas de prise de possession pure et simple de la terre via l'octroi de prêts hypothécaires par des Espagnols aux dépens des Cubains se multiplièrent. Moreno Fraginal pour la source. Dans les provinces de l'Oriente, notamment, nombre de propriétaires d'ingenios, exploitation de taille moyenne associant plantation, moulins, voire équipement de première transformation de la matière première, qui connaissaient les pires difficultés dans le nouvel environnement, commencèrent à faire valoir leurs revendications et aspirations à l'autonomie. Tandis que, au-delà de leurs différences et rivalités, unis en fin de compte au sein de la même classe dirigeante, bourgeoisie péninsulaire et oligarchie créole, défendaient le maintien des conditions sociales et politiques de la colonie. Un troisième groupe se formait précisément en ces décennies 1850-1860. Un groupe qui adoptait des positions politiques nouvelles. Faute d'avoir pu accomplir un libéralisme hispanique de part et d'autre des océans, il convenait de s'attacher à fonder un libéralisme cubain. Des intellectuels, des avocats, des médecins, des petits et moyens propriétaires adoptèrent et affichèrent des postures réformistes, militaient pour l'abolition de l'esclavage, l'instauration à Cuba d'institutions politiques qui fussent en phase avec celles de la péninsule, tout en garantissant à l'île un degré d'autonomie administrative. Quelques années plus tard, la solution canadienne put leur servir de référence. En 1866, le gouverneur espagnol impulsa une commission des réformes. Il semblait que l'on se fût enfin décidé à trouver une architecture juridique qui prît en compte et les aspirations diverses et les intérêts parfois opposés des différents groupes impliqués dans la question de l'outre-mer. Fonctionnaires civils, militaires, ecclésiastiques, négociants et exportateurs espagnols, dans la péninsule ou installés dans l'un ou l'autre des territoires, colons espagnols de plus en plus nombreux à Cuba et donc d'installations récentes, oligarchie locale créole, grands propriétaires et grands négociants, classe moyenne en formation, pouvant être composés tout autant, selon les cas, de créoles en voie de déclassement ou de leurs fils, d'artisans espagnols fraîchement installés, de groupes issus des élites indigènes, etc. Mais l'occasion fut manquée. Tandis que les oligarchies cubaines ou portoricaines par exemple faisaient taire leurs récriminations éventuelles contre le pouvoir absolu des capitaines généraux, par crainte que tout changement n'ouvrît la boîte de Pandore et ne suscitât une révolte des métis et des noirs, des troubles avaient dû être matés quelques années plus tôt tant à Cuba qu'à Porto Rico, sur l'autre bord, un petit noyau de libéraux n'entrevoyait plus de solution qu'au prix d'une séparation d'avec la métropole. En 1868-1869, la révolution libérale démocratique dans la péninsule, qui instaura le suffrage universel, rendit encore plus béant le gouffre séparant, au niveau du droit, sans même parler des conditions d'exploitation et de domination réelle, la métropole d'un outre-mer maintenu de fait dans une situation proprement coloniale. Grand 2, la crise finale de l'Empire espagnol. Après la défaite d'Ayacucho, il n'était resté de l'immense empire, réduit comme peau de chagrin, que les Canaries, les Presidios et les places fortes d'Afrique du Nord, Ceuta, Melilla, Ifni. Les possessions antillaises, Cuba et Porto Rico, les Philippines et leurs dépendances, Marianne, Caroline, Guam. Le monde espagnol des siècles antérieurs n'était plus. Malgré tout, vers 1850, l'Espagne était encore la troisième puissance en termes de population dominée hors métropole. Un temps, la restauration de la souveraineté espagnole à Saint-Domingue, de 1861 à 1865, l'expédition au Maroc de 1859-1860, dont la prise de Tétouan, les explorations menées à partir de l'île de Fernando Po en Guinée et l'exploitation de la région côtière de Rio Muni
Et sur un autre registre, l'intervention au Mexique aux côtés des Britanniques et des Français ont pu sembler signifier le retour d'une grande politique outre-mer. Cependant, le déclenchement de la guerre dans les provinces occidentales de Cuba a concentré tous les efforts sur le maintien de ce qui avait été sauvé dans les années 1820. Comme les Philippines, Cuba et Porto Rico étaient demeurés dans le giron espagnol parce que l'insularité avait sans doute permis aux Espagnols de mieux défendre ses possessions, mais plus fondamentalement parce qu'il n'y avait pas eu ici de mouvement créole indépendantiste. D'une part à Porto Rico et à Cuba l'expérience haïtienne avait agi comme repoussoir. D'autre part, on l'a dit, les possédants cubains, notamment, jouissaient d'une indéniable prospérité et du contrôle de fait sur l'île. Or, cet état de choses était en train d'évoluer à leur détriment. Grand A. Créolisme, autonomisme, indépendantisme, les deux guerres de Cuba. La révolution libérale démocratique de 1868, en Espagne, ne changea pas fondamentalement les choses dans les possessions d'outre-mer. L'annonce de l'abolition graduelle de l'esclavage fut reçue avec circonspection. Des propriétaires s'inquiétaient de la mise en œuvre d'un régime de salariat, tandis que les libéraux insulaires s'impatientaient. Que des représentants de Porto Rico fussent désormais accueillis au Parlement de Madrid, mais que tout demeurât en l'état à Cuba et aux Philippines, où les commandements respectifs de l'Erzundi et de la Torre se faisaient lourdement sentir, ne pouvait que susciter incompréhension, ressentiment et révolte. C'est dans l'est de l'île, dans les districts de Camagüey et Oriente, la région de Santiago, que l'insurrection démarra. Préparée par la moyenne bourgeoisie créole progressiste au sein des loges maçonniques locales, elle trouvait dans ces régions un terreau social propice. Le pourcentage le plus faible de blancs, 47%, et d'esclaves, 20%, et le taux plus élevé de mulâtres et noirs libres, 33%. Elle y trouvait également une classe moyenne qui se dotait d'une conscience politique et d'une attitude de rébellion à l'égard de la domination espagnole au fur et à mesure que ses difficultés économiques s'étaient amplifiées. Au fur et à mesure qu'un nombre croissant de ses représentants avaient dû hypothéquer l'ingénio et, au mieux, se reconvertir dans l'élevage à destination des provinces sucrières de l'Ouest. Cette économie d'élevage contribuait d'ailleurs à susciter une conscience davantage bourgeoise et un sentiment de créolisme plus poussé que l'économie rentière des grandes plantations. Moro Barrenada pour la source. Le 10 octobre 1868, Carlos Manuel de Céspedes, propriétaire d'un ingénio, proclama dans la localité de Yara, Cuba libre, d'où l'allusion fréquente au Grito de Yara, ou l'appellation de révolte de Yara, qui est parfois donnée au soulèvement, et annonça qu'il avait libéré et armé ses esclaves. Le 20, il s'emparait de la ville de Bayamo, où s'installait le gouvernement provisoire en armes de la République de Cuba. Le premier décret d'abolition de l'esclavage prévoyait l'indemnisation des propriétaires et une libération simplement progressive. Mais l'état des rapports de force accéléra le processus, alors même que le mouvement indépendantiste ne trouvait presque pas d'écho parmi les créoles du centre et de l'ouest de l'île. Le soulèvement de Camagüey, sous l'impulsion du jeune avocat Agramonte, amenait de forts contingents de Noirs libres ou libérés. Renfort absolument nécessaire alors même que les troupes envoyées par Madrid reprenaient l'initiative. La révolution se radicalisa. Céspedes convint que la liberté de Cuba ne pouvait s'accommoder, fût-ce temporairement, de l'esclavage. Le décret de février 1869 abolissait l'esclavage définitivement, immédiatement et sans indemnisation. Le contenu démocratique qu'acquérait la Révolution coïncidait avec la volonté des esclaves de se libérer, tandis que l'on comprit que seuls des hommes libres pouvaient acquérir le sentiment de cette cubanité, au nom de laquelle on se révoltait. Cependant, l'inclusion de nombreux hommes de couleur dans le mouvement insurrectionnel en élargit et infléchit les aspirations. La liberté politique de l'île, poursuivie par les créoles blancs, ne saurait être dissociée de l'abolition de l'esclavage et de la réduction des inégalités et des préjugés raciaux, revendiqués par les mulâtres et les noirs libres. À ce titre, l'extension de la guerre révolutionnaire vers l'ouest de l'île ne répondait pas seulement à l'espoir de s'emparer de la capitale, mais procédait également de la nécessité d'adjoindre à la lutte les grandes masses d'esclaves des plantations des provinces de la Havane et de Matanza, dont le soulèvement spontané était pratiquement impossible. Assurément, cette incorporation de grandes masses de noirs et de mulâtres dans un mouvement commun pour une nation en constitution n'allait pas sans difficulté. La guerre ne put combler des barrières raciales profondément enracinées. Jusqu'à la Deuxième Guerre, au moins, ne disparut point de la conscience de bon nombre de créoles blancs, de la majorité, supposément, y compris parmi ceux qui avaient pris une belle part au combat contre l'Espagne.
que les Noirs n'étaient pas tout à fait cubains, mais relevaient d'une autre catégorie d'habitants de l'île. Malgré tout, ce fut la guerre qui offrit à quelques mulâtres et plus rarement à quelques noirs l'occasion de très belles ascensions sociales, ce qui généra d'ailleurs quelques tensions supplémentaires dans le camp des insurgés. Dans l'autre camp, la presse s'efforça de présenter la Révolution comme une simple guerre raciale déclenchée par une bande de noirs en rupture de ban, violents, cruels et envieux. Afin de délégitimer la cause révolutionnaire, en lui niant tout contenu politique, on se plut à affubler les escadrons révolutionnaires du sobriquet de Mambi, un vocable tiré de l'une des langues africaines. Les insurgés en firent au contraire un étendard, Moreno Freginals pour la source. Les troupes espagnoles ne perdirent jamais le contrôle de la situation dans la région de la Havane, où la répression s'abattit lourdement sur les opposants potentiels. Déportation à Fernando Po, dont celle du jeune José Martí, condamné à 16 ans à 6 ans de bagne pour une lettre écrite à un ami. Exécution, dont celle de 8 étudiants en médecine en novembre 1871 aussi. En revanche, elles eurent fort à faire contre de multiples actions de guérilla, sachant utiliser au mieux le terrain et soutenues par la population locale. Refusant systématiquement les batailles rangées, les chefs Mambi ne pouvaient être défaits militairement par des soldats espagnols manquant singulièrement de motivation et décimés par la malaria et la fatigue. Les pertes considérables de l'armée espagnole, à peu près 50 000 hommes en 10 ans, mais à peine 3 800 seulement sur les champs de bataille, obligèrent à une mobilisation disproportionnée, 208 600 soldats, ce qui n'empêcha pas l'enlisement. Alors, le général Weyler forma des bataillons de mercenaires recrutés en dehors des régiments de ligne, parmi tout type d'hommes aptes à affronter les conditions d'une chasse sans merci aux insurgés. Des méthodes qui soulevèrent nombre de critiques en Espagne, qui démontrèrent une certaine efficacité à court terme. Nombre de chefs Mambi traqués furent tués, mais qui ne paraissaient pas en mesure de mettre un terme au conflit. En 1876, le général Martínez Campo fut envoyé à Cuba avec mission de mettre un terme à tout prix à une guerre qui ruinait et les finances et la crédibilité de l'Espagne. Martínez Campo fit connaître que ceux qui arrêteraient le combat seraient non seulement amnistiés, mais qu'ils toucheraient 5 pesos or s'ils se rendaient avec leurs armes et 20 avec leur cheval. Une annonce qui eut de réels effets après 10 ans de guerre. Rompant avec les pratiques de ses prédécesseurs, il donna des consignes de bon traitement à l'égard des prisonniers, à destination des chefs créoles de l'insurrection, jouant sur les préjugés de race des insurgés blancs et leur crainte de voir, après la mort de Céspedes et Agramonte, le général mulâtre, Antonio Macheo, se convertir en Toussaint Louverture. Il annonça la fin du gel de leurs avoirs et la restitution de leurs propriétés. Enfin, sur le plan politique, il leur proposa le pacte de Zañón, signé le 19 février 1878. La durée de la guerre, le poids psychologique des sacrifices consentis, la nécessité de reconstruire une économie ruinée, la moitié des ingenios étaient hors d'usage, eurent raison des enthousiasmes révolutionnaires des années 1860. Mais des chefs Mambi entretinrent au cœur de la forêt, jusqu'à la fin de la décennie, une guerra chiquita. Le pacte de Zañón accorda à Cuba les conditions politiques et administratives dont jouissait Porto Rico. Sur le plan commercial, on rabaissait substantiellement ou supprimait les droits des exportations cubaines vers la métropole et sur les exportations espagnoles vers l'île, tandis que les droits sur les importations non espagnoles étaient relevés. Il s'agissait là de mesures significatives d'intégration au sein d'un marché national espagnol, que le retour annoncé du protectionnisme allait organiser au bénéfice de certains intérêts cubains, sans doute, mais qui répondait à coup sûr au désir clairement exprimé des industriels de la péninsule, industriels du textile catalan, sidéro-métallurgistes basques, céréaliers de la Meseta Nord. En outre, sur le plan politique et idéologique, ce mouvement d'hispanisation de l'outre-mer ne pouvait s'accommoder plus longtemps de l'esclavage, aboli à Cuba entre 1880 et 1886. Cependant, les oligarchies, tant péninsulaires que créoles, propriétaires et négociants, regroupés au sein de l'Union constitutionnelle et soutenus par nombre de caciques locaux et de fonctionnaires souvent corrompus, se refusaient obstinément à aller plus en avant sur quelque réforme que ce fût en matière d'abolition de l'esclavage. À Madrid, le lobby ultramarin, cubain et espagnol confondus, obtenait en 1879 puis en 1894 que les Cortés repoussent les projets de réforme présentés par Martínez Campos, éphémère ministre, puis par le ministre de l'Outre-mer Antonio Mora. Pour beaucoup, à Cuba, Zañón avait été un marché de dupes.
D'une part, la population espagnole n'avait jamais été aussi importante dans l'île, une situation paradoxalement héritée de la guerre de 10 ans. L'Espagne y avait mobilisé 209 000 soldats. Un peu plus de 63 000 étaient revenus et à peu près autant avaient été tués ou détenus en forteresse. Il restait 80 000 soldats dont on ne savait pas le parcours après la fin de la guerre. Il est probable que la plupart sont simplement demeurés dans l'île où ils sont venus grossir le flux des 163 000 immigrants de la décennie, et l'immigration s'amplifiait. D'autre part, les accords renforçaient davantage la dépendance de l'île à l'égard de la métropole qu'ils n'avaient élevé le niveau de participation de ses habitants. Petite classe moyenne créole, mulâtre, noire, désormais affranchie à une communauté hispanique commune. Celle-ci pouvait bien exister au niveau des oligarchies et des fonctionnaires, mais précisément, elle n'existait qu'au bénéfice d'une petite minorité. Il s'agissait en revanche de prendre conscience de l'existence d'intérêts communs, de la nécessité de fonder, sans tarder, une nation cubaine, définitivement et radicalement séparée de l'Espagne. En 1892, tandis qu'un premier congrès des associations noires rassemble près de 100 groupements locaux, ce qui montrait que la nation cubaine ne saurait se constituer sans les Noirs, historien Lamort pour la source, José Martí fondait le Partido Revolucionario Cubano. Depuis New York, où il mène la propagande et la collecte de fonds, Martí organise avec des chefs militaires de la guerre des 10 ans, comme Antonio Gómez, Calixto Garcia et Antonio Macheo, une junta revolucionaria, dont l'objectif clair est de reprendre la lutte sans trêve jusqu'à l'indépendance de Cuba. Le 24 février 1895, le mulâtre Guillermo Monchada lançait dans la localité orientale de Behr la nouvelle insurrection. Dans un premier temps, le général Martínez Campos est renvoyé sur l'île. Sa politique modérée, qui avait donné de si bons résultats 20 ans plus tôt, va échouer. Les chefs révolutionnaires, nettement plus radicaux que ceux de la Première Guerre, ne sont en aucun cas disposés à accepter d'autre issue que l'indépendance ou la mort. José Martí tombe d'ailleurs le 19 mai, mais la dynamique insurrectionnelle s'amplifie. D'une part, le 17 septembre 1895, dans la localité de Dimaguayú, une assemblée constituante proclame la République de Cuba indépendante et démocratique. D'autre part, tandis que Gómez, général en chef, consolide les positions des insurgés en Oriente et au nord, Macheo lance ses troupes dans une terrible offensive vers l'ouest. Les loyalistes et les possédants, effrayés par les destructions des plantations et les machettes de ces hommes qui terrifiaient également les soldats espagnols et capables d'interrompre l'approvisionnement alimentaire de la Havane, obtiennent du président du gouvernement Cánovas del Castillo le remplacement de Martínez Campos. Déclarant que l'Espagne combattrait à Cuba, je cite, « jusqu'au dernier homme et jusqu'à la dernière peseta », Cánovas donne carte blanche à Weyler, nouveau capitaine général, le 19 janvier 1896. Ce dernier est bien décidé à employer tous les moyens pour éliminer l'insurrection. D'une part, il fait construire une nouvelle tranchée pour isoler Macheo à la pointe ouest de l'île, avant d'y engager l'offensive au cours de laquelle le général mulâtre ainsi que le fils de Gómez sont tués. D'autre part, il fait procéder à la reconcentration de masse. Afin d'ôter aux Mambi toute base sociale, il est ordonné aux paysans de se rendre avec leur bétail dans des camps de regroupement sous peine d'être considérés comme rebelles et traités comme tels. En mai 1897, Weyler, triomphant, annonçait au gouvernement que la rébellion n'affectait désormais que la province de l'Oriente. Cependant, malgré la brutalité de la politique de cantonnement qui avait coûté la vie à plusieurs milliers de civils déplacés, la rébellion n'était pas encore éradiquée. Au contraire, fin août, celle-ci s'emparait d'une ville moyenne non loin de Santiago. Surtout, le coût diplomatique et politique pour l'Espagne allait être faramineux. La stratégie de Weyler fournit en effet aux partisans états-uniens de longue date une intervention directe à Cuba, un excellent support pour préparer l'opinion. Sous couvert de respect des droits de l'homme, la grande presse, The World de Joseph Pulitzer, The New York Journal de William Randolph Hearst, entretinrent une agitation anti-espagnole constante et de plus en plus frénétique. À Washington, McKinley, entré en fonction en mars 1897, écouta les plus fervents bellicistes, Theodore Roosevelt et l'amiral Mahan. Cependant, ce fut plutôt le mouvement de protestation dans la péninsule contre une guerre fort coûteuse en hommes et en devises qui poussa le nouveau gouvernement espagnol à rappeler Weyler. Malgré les références réitérées à la conservation de la Hispanidad, présentée comme un modèle de convivialité sociale et ethnique, le gouvernement proclama que l'abandon de l'île signifierait la disparition du seul lien entre populations hétérogènes et entraînerait une féroce lutte des races, et que cette perte portait atteinte à l'honneur,
Au moment du conflit avec les États-Unis, on dit de Cuba qu'il s'agissait de l'Alsace-Lorraine de l'Espagne. Balfour, page 17 pour la source. On notera que l'ensemble du peuple espagnol demeura soit peu concerné directement, soit hostile lorsque l'un de ses membres était mobilisé. Le général Blanco arriva à Cuba avec pour mission d'organiser sur le terrain une solution de compromis, allant jusqu'à la constitution d'un gouvernement cubain et portoricain autonome. Mais à cette date, il était déjà trop tard. D'autre part, les Mambi refusèrent toute autre solution que l'indépendance. D'autre part, le parti impérialiste aux États-Unis n'était pas décidé à lâcher la partie. Les attaques contre l'Espagne redoublèrent dans la presse, et l'explosion du cuirassé Maine dans le port de la Havane, le 15 février 1898, déclencha la guerre. L'enjeu en était non seulement Cuba et Porto Rico, mais aussi les Philippines, où depuis 1896, les Espagnols devaient également faire face à une insurrection contre un système colonial vieux aussi de plus de 3 siècles. Grand B, une société coloniale singulière, les Philippines. L'Espagne a possédé ce pays pendant 3 siècles, et elle le cède aux États-Unis sans en avoir fait autre chose qu'une colonie de fonctionnaires. C'est ainsi que s'exprimait le consul de France à Manille, cité par Xavier Huetz de Lampe. C'était là un jugement sans doute excessif. Néanmoins, il témoigne à sa manière que, si à un certain niveau de généralité politique, les Philippines ont partagé avec les Antilles un destin commun au XIXe siècle, l'archipel asiatique présentait des traits et des situations fort singulières. Le trait identifiable le plus immédiat est l'éloignement. L'indépendance mexicaine rompit le lien principal des Philippines avec le monde impérial. Le voyage entre la péninsule ibérique et l'archipel par le cap de Bonne-Espérance prenait de 130 à 150 jours, et il fallut attendre l'ouverture du canal de Suez pour que les distances avec la métropole fussent quelque peu raccourcies. 5 vapeurs sortaient désormais de Liverpool tous les 40 jours, touchant Cadix et Barcelone, puis escale à Port Saïd, Aden, Colombo et Singapour. En 1879, une compagnie hispano-philippine, celle du marquis de Campo, obtint une concession pour un voyage mensuel, régulier, mais très vite des compagnies anglaises assuraient un voyage tous les 10 jours, depuis Gibraltar, avec transbordement à Singapour, et des compagnies françaises tous les 14 jours, par Marseille jusqu'à Singapour également. La ligne Pacifique, Hong Kong-San Francisco, offrait une escale à Manille tous les 10 jours. Surtout, les structures sociales au sens large étaient fort différentes. Théoriquement, les indios sont de sang exclusivement malais. Les métis chinois, ou mestizos de Sangley, sont issus du mélange des sangs chinois et malais. Ils appartiennent à des catégories fiscales différentes. L'ensemble composé des indios et des mestizos, que Huetz de Lampe appelle les Philippins, compose l'immense majorité de la population de l'archipel. Comme partout, au sommet de l'édifice colonial se retrouvent les Blancs, créoles dont le poids démographique est ici infiniment plus faible qu'à Cuba, et les fonctionnaires métropolitains. Enfin, il faut faire ici une mention spéciale au clergé. Sans doute, comme dans tout l'Empire espagnol, l'Église et les ecclésiastiques avaient place et rôle majeur à Cuba et à Porto Rico. Mais il semble bien que nulle part, la richesse, l'influence et les rôles structurants dans tous les rouages de la société eût été aussi importants que dans les îles catholiques de l'archipel. Rappelons que l'islam s'est, en dépit de tout, maintenu dans les îles méridionales. Au reste, ce clergé si puissant aux Philippines est profondément divisé entre séculiers et réguliers, les dominicains surtout, véritable État dans l'État et véritable pilier structurant de la forme spécifique de la société coloniale aux Philippines. Les institutions sont demeurées tout au long du XIXe siècle, sinon invariables. En 1860-1861, des réformes ont visé à séparer pouvoirs judiciaires, exécutifs et militaires. En tout cas, étonnamment stables. Au niveau local, la commune indigène et le pouvoir d'influence du curé. Au niveau provincial, la domination autocratique du gouverneur. À Manille, le gouverneur général continue d'exercer sans partage un règne véritable sur la colonie. Enfin, et même si le phénomène touchait également Porto Rico ou Cuba, l'omniprésence de la corruption, élément de continuité remarquable, au point que la prévarication semble réellement consubstantielle à l'administration coloniale espagnole des Philippines. Huetz de Lampe, 2006, page 10. Le type même de la colonie amplifiait la corruption. À tous les niveaux, les fonctionnaires envoyés dans cet archipel si éloigné et si étranger à leur monde, et où ils ne comptaient demeurer que le temps d'accomplir cette étape nécessaire à leur carrière, avaient comme objectif de s'y enrichir au plus vite. Le temps était compté, et les occasions seraient moins bonnes ailleurs ou dans la péninsule. Ainsi, en 1868-1869, le renouvellement du personnel consécutif à la révolution libérale démocratique en Espagne entraîna une intensification sensible du phénomène. Bien sûr,
Le gouvernement de Madrid était conscient du coût financier et moral de la corruption. À plusieurs reprises, on s'efforça de trouver des remèdes contre le mal. Ainsi, en 1870, Sigismundo Moret, ministre des Ultramars, voulut créer un corps de fonctionnaires spécialisés se substituant à une bureaucratie d'autant plus vicieuse et ignorante, pour citer, qu'on envoyait aux Philippines, à l'en croire, ceux qui ne pouvaient servir utilement dans la péninsule. Ce corps ne fut jamais créé. Pas davantage ce qui aurait été une école coloniale au sein de l'université de Madrid, où l'on aurait étudié le tagalog, l'histoire coloniale de l'Espagne, mais aussi de la Hollande et de la Grande-Bretagne, la culture des populations établies dans l'archipel antérieurement à l'arrivée des Espagnols, etc. Aux Philippines même, l'idée de transformer l'université dominicaine de Santo Tomás en une université des Philippines intégrant des facultés de droit et de médecine a une opposition très forte de l'archevêché et plus encore des dominicains. L'esprit de réforme, pourtant bien timide, dut capituler devant les secteurs les plus conservateurs de la société coloniale. Ces secteurs de la bonne société de Manille, qui se gaussent du nouveau gouverneur, envoyé par le gouvernement démocratique de Madrid. Les secteurs qui, aux Philippines, tirent profit de la corruption, et qui ne sont pas tous des fonctionnaires espagnols de passage, tant s'en faut, notamment les hommes d'affaires, mestizos et chinois, qui voient dans cette pratique moyen de lever nombre d'obstacles administratifs et, dans une certaine mesure, de rétablir à leur profit financier et symbolique quelques degrés d'égalité que la société coloniale de caste leur a niés. Huetz de Lampe, 2006. Le 11 janvier 1872, une grève des ouvriers de l'arsenal de Cavite s'est transformée en revendication politique et le mouvement s'étendant à la garnison indigène de Manille, avec à sa tête 2 curés, a pris de l'ampleur dans les jours suivants. Outre que l'exécution des curés allait transformer ces derniers en premiers martyrs de la cause philippine, et soulignait, si besoin était, les antagonismes au sein du clergé, les Espagnols, tant l'administration que les résidents, parurent surpris. C'est qu'ici, à l'inverse de Cuba, il n'était pas apparu que se fût développée, aux côtés et en opposition à l'oligarchie, une classe moyenne créole frustrée dans ses aspirations. Sans doute, les Philippines des années 1870 n'étaient plus celles du début du siècle. L'expansion démographique avait été considérable, tandis que, avec la désagrégation du système du galion et l'indépendance du Mexique, l'économie avait dû se fonder sur des éléments nouveaux. Le commerce d'entrepôt des produits chinois destinés à la Nouvelle-Espagne avait dû être remplacé par l'exportation de matières premières agricoles. Auparavant, pièce du commerce intracolonial, l'île de Luçon d'abord, puis l'ensemble de l'archipel, avait dû s'insérer progressivement dans le marché mondial. Or, et c'était là un élément de distinction très important avec les Antilles, les planteurs occidentaux n'avaient pris qu'une part marginale dans cette expansion. Dans les provinces, la mutation avait profité à une bourgeoisie philippine, india ou métisse chinoise, et, pour ce qui était du drainage des produits et du commerce intérieur, aux Chinois qui immigraient en masse depuis le milieu du siècle. L'aristocratie marginalisée, les nouvelles élites économiques philippines, les mestizos investissaient dans la terre. Processus de gentrification largement connu par ailleurs, mais aussi, peut-être davantage qu'ailleurs, dans l'éducation de leurs enfants. Huetz de Lemps, 1994-2006. À son niveau, l'histoire de la famille de José Rizal, le futur héros du nationalisme philippin, en est une illustration. Fradera, 2000. C'est dans la génération de ces jeunes lettrés qui arrivent à l'âge adulte dans les années 1870-1880 que naît le nationalisme philippin. Nationalisme d'abord simplement réformiste, mais qui se radicalise lorsque, au début des années 1890, il filtre dans les strates moyennes et inférieures de la société philippine. Huetz de Lemps, 2006, page 10. Sans doute, la dénonciation de la corruption a pu servir de support au nationalisme naissant. Ses effets délétères ont été largement supérieurs à ses avantages. Soit mettre quelque huile dans des rouages rouillés et subrepticement mais spectaculairement favoriser quelques ascensions sociales. Le maintien de la corruption a contribué à maintenir en vie des modes de fonctionnement obsolètes. Les douanes et l'échec des tentatives de réforme des années 1880-1890 constituent de bons exemples de ce processus. Ainsi, à propos du travail personnel tributaire obligatoire, sachant le système vexatoire, archaïque et finalement de peu de profit, l'administration centrale avait décidé de réduire le nombre de jours de prestation, voire de le supprimer. Mais, du fait de la concussion massive, elle n'a pas eu les moyens financiers d'envisager cette suppression. Dans les provinces, tous les employés, du chef-lieu de commune au gouverneur, trafiquaient massivement sur la corvée, mais,
comme un certain nombre de chantiers devaient malgré tout être exécutés, la seule solution était de recourir aux prisonniers, et donc de remplir les prisons, sous n'importe quel prétexte. Huetz de Lemp, 2006, page 318. Il est vrai, comme le rappelle Xavier Huetz de Lemps, que toutes les colonisations sont sous-tendues par l'appât du gain plus ou moins bien camouflé, et que l'abus du pouvoir est le principe même qui préside à la mise en place et à la survie de l'édifice colonial. La colonisation espagnole n'échappait nulle part à la règle. Simplement aux Philippines, l'exploitation était en partie privatisée par les employés eux-mêmes. Ce système général de corruption avait sa logique et n'était peut-être pas plus onéreux ni plus lourd à supporter pour les colonisés que d'autres plus modernes et plus bureaucratisés comme le système des cultures des Indes néerlandaises. Enfin, il n'avait pas empêché, dans le dernier quart du siècle, un certain degré de modernisation matérielle. Huetz de Lemp, 1994. Paradoxalement, la domination coloniale s'effondrait au moment où elle semblait la plus dynamique. Sans doute, l'immobilisme bureaucratique, l'impéritie et la corruption ont-ils joué au même titre que la volonté de se libérer de la tutelle culturelle et sociale pesante du clergé régulier, comme levier de l'insurrection d'août 1896. Est-ce dire que l'administration espagnole était en 1898 almost an intact survival from the medieval era? Non, assurément. Les insurgés, qui soulignaient leur volonté d'indépendance par la destruction de leurs cédules personnelles, signifiaient que les prélèvements indus de fonctionnaires coloniaux véreux venaient s'ajouter à un fardeau fiscal fondé principalement sur les consommations, tabac en premier lieu, universalisé et alourdi à partir de 1880. Ces abus avaient eu comme effet d'aiguiser la conscience des contradictions dans lesquelles se débattait l'administration espagnole aux Philippines. Fradera 2000. Difficulté qu'avait décidé de mettre à profit une authentique insurrection nationale indépendantiste. Mais qu'ici comme à Cuba, l'intervention des États-Unis aida à triompher des Espagnols. Après avoir détruit l'escadre espagnole à Cavite, en baie de Manille, le 1er mai 1898, la Navy renouvela l'opération devant Santiago le 3 juillet. Le 25 octobre 1898, le traité de Paris enlevait à l'Espagne, Cuba et Porto Rico en Amérique, les Philippines et Guam en Asie. C'en était définitivement fini de cet empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Le traité de Paris consacrait une véritable translatio imperii. Les Philippins, mais aussi les Portoricains, et dans une large mesure les Cubains, allaient en faire l'expérience. Parallèlement, bien que traumatisés par le désastre, ainsi qu'ont longtemps été désignés les événements de 1898, certains en Espagne voulaient encore s'accrocher à un nouveau et illusoire départ colonial en Afrique du Nord. Grand C, l'échec annoncé du Maroc espagnol. En exergue de son ouvrage consacré à la guerre au Maroc, Sébastien Balfour place cette phrase de l'intellectuel conservateur espagnol du XIXe siècle, Donoso Cortés. « Nous étreindrons de nos bras l'Afrique, qui n'est que l'esclave du français, et qui devrait être notre épouse. » Balfour 2002. On sait que l'implantation de l'Espagne sur les côtes nord-africaines est ancienne, qu'elle avait été confirmée par le traité hispano-marocain de 1767, rappelons que le Maroc était le seul État musulman à n'avoir aucun lien de dépendance avec l'Empire ottoman, mais qu'elle était en fait limitée à quelques places fortes et à quelques privilèges en matière de pêche, de douane et de protection des chrétiens et des juifs. Conçue surtout comme une riposte préventive aux ambitions britanniques sur Tanger, la guerre d'Afrique, octobre 1859 à mars 1860, confirmait et élargissait quelque peu la présence espagnole au Maroc, armistice de Vadras. Mais elle n'en modifiait pas fondamentalement la nature. Sur un registre que nombre d'Espagnols se plaisent à croire plus élevé que celui des expansions mercantiles des autres Européens, la phrase de Donoso Cortés en est une illustration. On entretient également l'illusion, au moment même où, ici comme ailleurs, se fonde l'histoire romantique de la nation, que cet élan ultramarin que l'on voulait fondamental, au même titre que la Reconquista ou le soulèvement du Dos de Mayo, de l'identité espagnole, et dont la pièce essentielle mais non exclusive avait été la conquête du Nouveau Monde. Ce qui n'avait pas été simple songe malgré les déconvenues américaines des décennies précédentes. Or, à la conférence de Madrid de 1880, qui légitimait les droits des Européens à protéger leurs intérêts au Maroc, les intérêts mercantiles ne furent pas oubliés. C'est que l'utilité de l'Empire, y compris et sans doute surtout dans sa dimension amoindrie, c'était d'assurer un marché à toute une série de produits espagnols, agricoles ou manufacturés.
céréaliers de Meseta Nord, viticulteurs d'Andalousie, producteurs de cuir et peaux du pays valencien, entrepreneurs du textile catalan, sidérurgistes basques, banquiers, armateurs et bien d'autres. Réciproquement, la conservation de ce qui avait pu être de l'Empire assurait à l'État la loyauté d'élites économiques péninsulaires, qui, à l'instar de la bourgeoisie industrielle catalane, se sentaient écartées du pouvoir politique. La perte des Philippines et des Antilles avait porté, en bien des domaines, un rude coup au monde des affaires espagnoles. L'expression popularisée Mas se perdió en la guerra de Cuba en a témoigné tout le long du XXe siècle. À ce titre, ce que l'on pourrait désigner comme le programme marocain de l'Espagne, tel qu'il allait se mettre en place au début du XXe siècle, signifiait une compensation de la perte de l'outre-mer historique. En même temps, comme réponse au désastre et dans le contexte idéologique et politique du régénérationnismo, se constituait une sorte d'empire territorial de proximité, afin de regagner un rang de puissance européenne. Mais très vite, l'espoir qui avait pu animer par exemple les fondateurs en 1884 de Sociedad de Africanistas y Colonistas, ceux qui en appelaient au testament d'Isabelle la catholique, on cite comme un dénominateur des peuples de part et d'autre de Gibraltar, et qui voyaient dans les « sommets enneigés de l'Atlas les limes du territoire espagnol ». Cette idée fit long feu. Cet africanisme tranquille, vaguement historisant et culturaliste se transforme vers 1900-1902 en un maroquisme militant. Morales Lescano, page 35 pour la source. Cela au moment où débutèrent les négociations entre Paris et Madrid sur la question marocaine et dont la conférence d'Algésiras allait être en 1906 le point d'orgue. Or, en fait, si le Maroc ne pouvait être une reconstitution à son échelle de l'Empire espagnol, il ne put davantage être un véritable territoire colonial de type moderne. Une première étape de pénétration pacifique, selon les termes de Delcassé, débuta avec le nouveau siècle. Après le désastre, la Liga Vizcaína des Productores et plus encore l'organisation patronale catalane Fomento del Traballo Nacional demande explicitement mesures de redressement économique et moral et l'ouverture de marchés de substitution pour leurs produits et, plus discrètement, les importants capitaux disponibles après le rapatriement financier des Antilles et des Philippines. Ces organisations parrainent la création des Centros Comerciales Hispano-Marroquíes, où l'on trouve la fine fleur du Parti libéral et quelques réformistes républicanisants. Ces centres sont ouverts à Barcelone, Madrid et Tanger. La dimension culturelle de l'échange n'est pas oubliée. Construction d'écoles au Maroc, dont le prestigieux collège de Nuestra Señora del Pilar à Tétouan, bilingue malgré son patronage, vœu de développement des études arabiques dans la péninsule. Dans cet ordre d'idées, on trouve dans le bi-hebdomadaire España en Africa l'exposé d'un programme de compréhension culturelle mutuelle avec l'âme musulmane, via l'étude de l'arabe classique ou vulgaire, des campagnes archéologiques et l'étude de la géographie et de la faune et flore marocaine. Mais comme la raison sociale de ce groupe de pression l'indique, ce sont les échanges commerciaux qui priment. C'est ainsi qu'il faut entendre l'activisme en faveur de la pose de câbles sous-marins entre l'Europe et l'Afrique, ou plus globalement la conversion subite, mais très ponctuelle, à l'idée du bénéfice commun tiré de l'abolition des douanes entre le Maroc et l'Espagne. De ces industriels catalans par ailleurs turiféraires du protectionnisme. La source idéologique régénérationniste se nourrit d'un nationalisme primaire, qui à l'occasion s'oppose au nationalisme marocain ou au nationalisme abusif et concurrent de la France. On oscille entre le soutien à la recherche du compromis diplomatique avec le sultan et l'intervention armée. Morales Lescano pour la source. En somme, on a là exprimé une intéressante combinaison de projections culturalistes, de postures nationalistes et d'euphorie mercantile. Or, la stratégie de pénétration pacifique fut submergée par la tentation de l'intervention armée. Non pas parce que d'autres cercles, plus résolument en faveur de l'intervention militaire, à l'instar de ceux qui s'exprimaient tant dans certains journaux péninsulaires que dans des publications espagnoles éditées au Maroc, dont El Telegrama del Rif, étaient plus actifs ou qu'ils eussent mieux capté l'oreille des politiciens, non pas tant, on l'a évoqué parce que les moyens financiers et économiques auraient manqué, mais plutôt comme conséquence de la faiblesse diplomatique de l'État espagnol dans la partie qui se jouait entre les grandes puissances. Dans les négociations qui allaient déboucher sur l'entente cordiale français et britannique, soucieux de ne pas voir la France au détroit de Gibraltar,
C'était entendu pour réserver une sphère d'influence de 22 000 km² à l'Espagne, au nord du Maroc, une zone qui correspondait globalement aux montagnes du Rif. Une région difficile, aux ressources économiques somme toute limitées, malgré les gisements de Beni Boufriour et Beni Riaguel. Et surtout peuplée de berbères résistants historiques à l'autorité du sultan. En février 1908, l'opération du petit port de Restinga, à partir de Melilla, ne paraissait pas signaler encore un retournement complet de stratégie. Dans la foulée du traité de Fès du 20 mai 1912, qui reconnaissait le protectorat français au Maroc, celui de Madrid étendait celui de l'Espagne à la zone d'influence définie à Algésiras, le Rif et Tarfaya, tandis que l'enclave de Sidi Ifni allait y être incorporée un peu plus tard et que le Rio de Oro était doté du statut de colonie, contre les espérances espagnoles de l'article 7 du traité de 1912, dotait Tanger d'un régime spécial à définir ultérieurement. La ville était déclarée internationale, un statut de fait que la Grande-Bretagne voulait voir perdurer, s'assurant ainsi, en creux, une place d'influence face à Gibraltar. Les facteurs contraires à la pénétration espagnole n'ont pas tenu seulement à la faiblesse de la métropole, mais celles-ci ont joué. Le peuple espagnol dans son ensemble se montra encore plus nettement désintéressé par l'aventure marocaine que par le maintien de l'hispanité tropicale aux Antilles et aux Philippines. L'opposition anticolonialiste fut même assez vive, toujours très ferme et résolue chez les anarchistes et les socialistes espagnols, comme en témoignaient les écrits et l'action de Pablo Iglesias, qui prenait l'abandonismo, qui tranchait avec ambiguïtés et atermoiements de Jaurès et du Congrès socialiste international de Stuttgart, et a fortiori avec le point de vue exprimé en 1912 par Deslignières dans le Maroc socialiste, au moins jusqu'aux inflexions responsabilistes des années 1922-1923. Sans doute le capital espagnol fut présent au Maroc, Compañía del Norte Africano y Sociedad Española de Minas del Rif, mais non pas tant d'ailleurs par l'action d'un entrepreneuriat spécifique que via la participation d'hommes d'affaires et de sociétés engagées bien plus largement par ailleurs dans des affaires montées au demeurant plus d'une fois sur trois dans la partie française du pays. Après 1926, le capital privé espagnol, concentré sur l'exploitation minière, réalisa également des investissements dans les chemins de fer, ligne Tanger-Fès, dans la mise en valeur agricole, zone d'irrigation dans la région de l'Arrache, et la promotion immobilière, à Tétouan. Sans être considérable, il s'agit d'un engagement notable, reflet tout à la fois de la faible attractivité d'une région montagneuse et de l'état de guerre. Les colons espagnols ont été fort peu nombreux, alors même que l'époque correspond à une forte vague d'émigration vers les Amériques, y compris Cuba ou l'Oranais. Certains fonctionnaires et officiers africanistes, comme Gomes Jordana ou Castro Girona, essayèrent bien, à partir des noyaux urbains, une politique d'attraction et de séduction en direction des notables, Cadiz Pacha, représentant du sultan dans la zone nord, et de la population juive séfarade, si nombreuse à Tanger ou à Tétouan. On crée à cet effet une fédération des associations hispano-séfarades au Maroc, dont les présidents honoraires étaient outre Alphonse XIII lui-même, des personnalités telles que le comte de Jornada, Miguel Villanueva et Santiago Ramón y Caguel. Une fédération qui avait son organe, la Revista de la Raza. En somme, une stratégie d'attraction envers les couches de la population indigène dotée d'autorité, savantes ou marchandes. C'est sur cette Afrique andalouse, comme se plaisait à l'appeler Gilles Benouméa, que les résultats coloniaux ont été les plus solides, mais il s'agissait d'une couche bien mince de la population marocaine. Le projet espagnol se heurtait à de solides résistances, y compris dans ses milieux urbains. À Tétouan, Abdeselam Bennouna dirigeait Koutlat al-Wataniya sur le modèle du mouvement national réformiste modéré implanté à Fès. C'est-à-dire qu'il existait bien, au moins à Tétouan et Tanger, comme à Casablanca ou Fès, à côté d'une bourgeoisie réformiste, voire révolutionnaire, orientée vers la recherche d'une rationalité arabe, disposée à accepter un certain degré d'européisation de ses coutumes et de ses cadres de référence, composés pour une part de musulmans andalous, c'est-à-dire des expulsés de 1492 et surtout de 1609, et de juifs séfarades, une autre bourgeoisie réformiste radicalement différente, pour qui le Maghreb était sa propre hérésie, et qui, face à la dénaturation, opposait ses vieilles armes, le purisme, le retour aux sources, et qui opposait l'intransigeance à l'alliance, l'arabisme à la francisation ou à l'hispanisation, l'insurrection au compromis. Berke pour la source.
Dans le bled, le pays insoumis échappa obstinément à toute action coloniale. Les quelques colons, les agents de l'administration et au premier rang les militaires, se trouvèrent pris au rais du pays réel profond. La résistance armée aux troupes espagnoles dans le Rif a combiné la guerre de guérilla et le djihad, appel à la solidarité musulmane en même temps que par sa proclamation comme émir Abdelkrim, entre en conflit ouvert avec le sultan accusé d'avoir collaboré avec les Roumis. L'armée et les finances espagnoles furent prises dans une spirale sans fin jusqu'à la reddition et la déportation d'Abd el-Krim par les Français. Plus grave, la déroute de l'armée espagnole en juillet 1921 à Anoual rendit patent le divorce entre la présence du gouvernement à Madrid, le Haut Commissariat à Tétouan, capitale du protectorat, et le commandant général de Melilla. Elle mit en relief, en outre, les différences de perception des réalités ethnoculturelles et des principes d'action qu'il convenait d'en tirer parmi les officiers généraux espagnols en Afrique entre ceux qui s'efforçaient de tenir compte de certaines réalités marocaines, telles Bérenguer ou Castro Girona, et ceux qui ne voyaient au Maroc qu'un territoire pour l'action guerrière pure et simple, tel Sylvestre, responsable de la défaite d'Anoual. Sanjurjo et Franco. Le général Primo de Rivera, chef de l'État à partir de 1923, essayant entre les deux groupes de se rapprocher, avec bonheur, de Lyautey, véritable proconsul dans le protectorat français. En fait, dès 1916, les officiers supérieurs africains avaient voulu peser sur la vie politique de la péninsule. La défaite d'Anoual n'avait fait paradoxalement que renforcer leur détermination. Les gouvernements républicains furent plus embarrassés qu'autre chose par l'héritage marocain, s'efforçant de promouvoir l'intervention civile plutôt que le pouvoir des officiers, ce qui contribua à renforcer, si besoin était, l'animosité de ces derniers à l'égard du gouvernement de Madrid et de réduire autant que possible le coût financier du maintien de l'ordre sur le protectorat. C'est dire qu'au lieu de cette société coloniale néo-andalouse que certains un siècle plus tôt avaient imaginée, la présence espagnole au Maroc semblait réductible à la seule brutalité de l'oppression coloniale. Celle que subissaient, volence-nolence, les Marocains, celle dont avaient pâti nombre de jeunes conscrits espagnols lors de la guerre, d'où les 10% d'insoumis en 1911 et jusqu'à 22% en 1914. Voir le roman Iman de Ramon Sender. Oppression coloniale à laquelle s'étaient accoutumés d'exercer nombre d'Espagnols de l'armée d'Afrique et les légionnaires des banderas. L'armée d'Afrique fut un véritable creuset, durant 18 années de guerre, lieu des formamentis de Mian Astrey ou de Franco. Balfour 2002 pour la source. On sait que le coup d'État du 18 juillet 1936 fut réalisé avec les troupes marocaines, et le 1er avril 1939 à Madrid, la parade des morts, victorieux devant Franco, peut être vue en ce sens comme une des facettes tragiques de la possibilité d'une société coloniale, mais on sait moins que procède pour une large part d'une conjonction d'intérêts entre officiers africains et classes dirigeantes du nord marocain, chefs traditionnels, notables locaux comme Caïd du Rif profond et jeunes nationalistes parmi lesquels Abdelkhaled Torres et son parti des réformes. Morales, Lescano, page 245 pour la source. Durant un temps, la victoire de l'Axe fit croire à Franco en la possibilité d'étendre le protectorat au moins jusqu'à Oran, vers l'est, et Fès, vers le sud. Mais il ne put l'obtenir et l'ambition africaine espagnole demeura cantonnée au Rif. En 1956, lorsque la France, sous la pression du nationalisme marocain et de l'opinion internationale dut abandonner le Maroc, l'Espagne dut aussi s'y résoudre. Elle ne conservait plus que les places de souveraineté de Ceuta et Melilla, intégrées désormais à l'État espagnol, et Ifni et le Rio de Oro, provincialisé en 1958, non sans contentieux d'ailleurs. Après la Guerra Chica de 1958-1959 au sujet d'Ifni, cette enclave fut restituée au Maroc en 1969, tandis que le Rio de Oro devenait désormais le Sahara occidental. En 1975, tandis que Madrid proposait un référendum sur l'avenir de ce territoire revendiqué par Rabat, Hassan II organisait son occupation par une gigantesque marche verte populaire. À la fin du XXe siècle, les difficultés qu'a connues sur un simple plan culturel et académique le comité Averroès hispano-marocain ont montré à l'envi que le passé colonial ne pouvait être décrypté, ni encore moins soldé par une simple analyse de type coût-avantage. Grand 3. Le nouvel outre-mer portugais au XXe siècle. Le cas du colonialisme portugais au XIXe siècle a intrigué les historiens. Il y a comme un contraste apparent
entre la pérennité sur la longue durée et l'évidente faiblesse de la base économique de la métropole. On sait combien à l'époque moderne, les colonies portugaises avaient joué un rôle clé dans le commerce triangulaire, une fonction au fondement de la formation et du développement de l'économie de plantation esclavagiste du Brésil. Qu'en était-il vers 1850? L'empire luso-brésilien disparut en 1822. L'étendard du Portugal flotte malgré tout en Asie, sur Goa, Damao et Diu, en Inde. La partie orientale du Timor est l'île de Flores, en Insulinde, Macao, et en Afrique, sur l'archipel du Cap-Vert, la côte de Guinée autour de Bissau, forteresse de Sao Nyoa, au Oda-Yuda, dans l'actuel Bénin, les îles de Sao Tomé et Principe, ainsi que sur plusieurs enclaves. Cabinda, au nord du fleuve Congo, comptoirs et points d'appui sur les côtes d'Angola et du Mozambique. Par Serpa Pinto ou Roberto Invens, dans les années 1850 puis à nouveau vers 1877-1890, serait, à ce compte, simple figure nouvelle de l'esprit d'aventure séculaire des fils du Portugal, tant vanté depuis Camões. Sur un autre registre, ce serait un simple effet de l'évolution des rapports de force internationaux qui aurait en quelque sorte poussé les Portugais à faire valoir leurs droits historiques, comme pour prendre position au départ de la course au partage complet et décisif de l'Afrique qui s'annonçait. À ce titre, il s'agissait de transformer les droits négociés de fort longue date, parfois depuis plus de 3 siècles, avec les pouvoirs locaux et les comptoirs commerciaux, en souveraineté sur des territoires qu'il fallait étendre autant que possible. Après le congrès de Berlin, le Portugal est la métropole d'un vaste empire au sud du Congo, un ensemble 14 fois plus étendu que le Portugal ibérique. À la fin du XIXe siècle, il s'agit bien du troisième empire colonial par l'extension territoriale. Mais cet empire est d'une certaine manière théorique, et bien trop vaste peut-être pour l'exploitation compte tenu des ressources limitées en capitaux et en hommes d'un petit pays. Au milieu du XIXe siècle, il n'y avait dans tout l'empire qu'à peine 10 000 Européens. La plupart personnels des garnisons, car la majorité des colons préféraient rentrer en métropole après quelques années d'expérience outre-mer, avec des fortunes diverses d'ailleurs. L'apport de population européenne fut à peine plus important au cours du demi-siècle suivant, bien que la population blanche de l'Angola ou du Mozambique eût été multipliée par 8 ou 9 de 1850 à 1910. On y comptait à cette date respectivement que 12 000 et 6 000 Européens. En outre, le processus de métissage était encore très limité. Cette faiblesse démographique et le peu d'intérêt de la majorité des colons du XIXe siècle pour l'agriculture permirent longtemps aux Africains de préserver leurs droits sur leurs terres. La véritable colonisation ne commença qu'au XXe siècle. Et encore, en Angola, longtemps les Portugais n'en contrôlaient que les côtes, une bande de territoire aux droits de Luanda et de Benguela. Le sud-est du pays ne sera conquis qu'en 1915. La résistance des Lundas perdurera jusqu'en 1926 et certaines tribus héréros ne furent soumises qu'en 1941. De même en Mozambique, malgré les très dures campagnes de la fin du XIXe siècle, qui avaient fini par briser les principaux royaumes locaux, la résistance a perduré jusque bien après la Première Guerre mondiale. L'intérieur de la Guinée ne sera pacifié entre guillemets qu'en 1936, marquadé pour la source. Cette occupation lâche n'a pas manqué de stimuler les convoitises, celle de l'Allemagne qui proposa à la Grande-Bretagne le dépeçage et le partage des possessions portugaises. Précisément, inquiet des ambitions allemandes, le gouvernement britannique, en dépit de son rôle traditionnel d'allié, adressa un ultimatum au Portugal. Le traité de garantie, signé à Windsor le 14 octobre 1899, offrait de substantiels avantages économiques aux Britanniques, notamment au Mozambique. De la sorte, l'outre-mer renforçait la dépendance politique et économique, vin et liège métropolitain, du Portugal à l'égard de la Grande-Bretagne, car les Britanniques étaient non seulement clients des denrées coloniales, mais ils en assuraient également le transport. Au début du XXe siècle, la Grande-Bretagne achète 70% des exportations portugaises et assure plus de 35% des importations et les 3/4 de ce trafic se réalisent sous pavillon britannique. La période qui s'ouvre, vers 1890, correspond à une époque cruciale. Le gouvernement portugais essaye de convertir un empire, vieilli et fort hétérogène selon les conditions de l'impérialisme contemporain, en un véritable ensemble colonial, moyennant une relative autonomie de chacun des éléments. Les contradictions fréquentes entre ce modèle impérial promu par Lisbonne et les séculaires traditions ultramarines des Portugaises et des populations qui leur étaient localement liées ou soumises donnent lieu à toute une série d'hésitations, d'erreurs, d'abandon des réformes et de retour en arrière. Oliveira, Marc, 2001 pour la source. Ainsi, en matière de culture, le réformateur Sá de Bandeira
ministre de la Marine et de l'Outre-mer en 1835 à 1837 et 1856 à 1859, avait promu la création d'écoles primaires pour les fils des rois africains, mais il ne put implanter quelque enseignement secondaire que ce fut. Jusqu'en 1890, où fut ouvert celui de Macao, le lycée de Goa, où existait également depuis le XVIIIe siècle une école militaire et de mathématiques et une école de médecine et sciences, et où furent ouvertes deux écoles normales dans les années 1850, le lycée de Goa fut le seul établissement outre-mer. En conséquence, quelques centaines de jeunes blancs, mêlés à quelques dizaines d'indiens et à une toute petite poignée de noirs, vinrent s'inscrire au Portugal pour y suivre, aux frais de leurs riches parents, des études secondaires, plus rarement supérieures. Était-ce là réellement suffisant pour faire lever sur ce terreau une véritable société ultramarine lusitanienne? Le résultat de tout ceci fut que les avancées furent timides et peu représentatives en fin de compte de l'esprit colonial du siècle, qui ne s'embarrassait pas tant du désir de fonder une culture lusitanienne. Le gouvernement de Lisbonne et les gouvernements des territoires d'outre-mer eurent à affronter de fortes critiques émanant tant des métropolitains intéressés aux affaires coloniales que des résidents africains ou indiens, que ceux-ci fussent portugais ou représentant les bourgeoisies autochtones. Les colonies, en effet, furent peu réceptives aux innovations administratives, se maintenant autant que faire se pouvait dans la « routine des siècles ». Si la législation conçue et élaborée au Parlement lisboète put être en quelque manière progressiste, notamment après la Révolution de 1910, qui installa les républiques, l'application pratique trébucha presque invariablement sur maints obstacles de toutes sortes. D'un autre côté, des consciences locales autochtones commencèrent à s'opposer aux patrons européens, destructeurs de leurs identités. La contestation se cristallisa à partir de la question du travail forcé et des exportations de main-d'œuvre. Par un accord anglo-portugais, la traite avait été supprimée en 1842. Les esclaves appartenant à l'État, libérés en 1854. Ceux appartenant aux municipalités et à l'Église, 2 ans plus tard. En même temps que l'abolition de l'esclavage avait été déclarée à Madère, en Inde et à Macao. Enfin, en 1869, l'esclavage avait été aboli sur tous les territoires dépendant de la couronne portugaise. Cependant, nombreux furent ceux qui firent valoir qu'une mesure idéologique et politique ne pouvait faire disparaître les besoins économiques de main-d'œuvre. Le Code du travail indigène de 1875 transforma les anciens esclaves en serviteurs, des serviçais. De plus, ce Code du travail, concernant par conséquent l'ensemble des possessions outre-mer, pouvait désormais être appliqué à tous les indigènes, alors que jusque-là, la très grande majorité des Noirs en Angola et Mozambique continuaient à vivre libres en échange du paiement d'un tribut relativement léger, selon le principe que le travail amenait à la civilisation et que pour européaniser les Noirs, il fallait commencer par les faire travailler. Oliveira Marc, 1998, page 416 pour la source. Or, s'agissait-il de l'acclimatation aux normes sociales européennes, ou plus simplement et plus vraisemblablement, de simple recherche du profit le plus immédiat lorsque l'on exportait massivement de la force de travail? Ce fut l'une des particularités des colonies portugaises. Ainsi, l'économie de plantation, type les sucrières de Sao Tomé, puisait la main-d'œuvre non seulement dans les contrées voisines, mais en importait massivement d'Angola, d'où les réclamations auprès du gouvernement portugais des colons angolais. Mais les plantations n'étaient pas les seules clientes. L'une des fonctions économiques du Mozambique et de l'Angola fut de fournir de la main-d'œuvre pour les mines d'Afrique du Sud. En 1922, les 90 000 travailleurs mozambicains qui allaient travailler dans les mines sud-africaines rapportaient environ 500 000 livres sterling. Marcadé, page 195 pour la source. Au XXe siècle, la rentabilité croissante de l'outre-mer portugais affectait attitudes et modes de gouvernement tant au niveau central que local. À l'impérialisme non économique du milieu du XIXe siècle se substitua, fût-ce partiellement, un impérialisme économique qui détermina pour une part les relations entre colonisateurs et colonisés, altérant ou cristallisant comportements et réactions. Des intérêts portugais et bon nombre d'intérêts étrangers, dits permeabilizaram como nunca a vida de todos os territorios ultramarinos. Oliveira Marc, 2001, page 18. Se formèrent et se développèrent des groupes de pression, puissants sans aucun doute, mais dont les formes et moyens de leurs interventions auprès des pouvoirs publics sont encore fort mal connus. À ce titre, l'expansion coloniale au Mozambique serait le fait, au-delà des prétentions portugaises, à maintenir le domaine colonial des exportateurs métropolitains, textiles et vins. Une sorte d'impérialisme du faible. Ici comme ailleurs, selon le schéma classique, la dépendance coloniale génère des profits et renforce la domination de l'outre-mer par la métropole.
Ainsi, le coton angolais de la Cotonang, l'une des rares sociétés portugaises d'outre-mer, était travaillé dans la métropole et revendu dans la colonie. Ce qui n'empêche point que, dans une large mesure, le maintien de profits coloniaux pour les négociants portugais aurait largement contribué à brider l'incitation à développer l'industrialisation. Il faudrait rappeler bien sûr, comme autre facteur explicatif de la faiblesse de l'industrialisation portugaise, le niveau élevé de la rente foncière et les revenus tirés de la dette publique en métropole. En fait, les plus importantes des compagnies opérant dans les territoires sous domination portugaise sont des firmes internationales. La Companhia de Moçambique, la plus riche, fondée en 1888 avec des capitaux anglais et français. La Companhia do Nyassa, fondée en 1893 également avec des capitaux anglais et français. La Companhia des Zambésia, fondée en 1892. Elles obtiennent des concessions territoriales considérables. 200 000 km² pour Nyassa, 140 000 km² pour Mozambique, qu'elles administrent pratiquement en pleine souveraineté. On y utilisait la livre sterling comme unité monétaire, allant jusqu'à recouvrer l'impôt, percevoir les douanes et assurer le monopole postal. Elles contrôlaient l'activité économique de leur territoire, construisaient routes et infrastructures diverses, établissaient comptoirs bancaires et entrepôts, décidaient de l'opportunité de l'extraction minière. Parallèlement, elles étaient tenues de favoriser l'installation de colons blancs, de participer aux dépenses de l'administration et d'œuvrer à l'éducation primaire et technique, ce qu'elles ne réalisèrent que dans une infime mesure. Dans les années 1950, à peine un dixième de la population du Mozambique était alphabétisée. En Angola, faute de belles perspectives de profit que la proximité avec l'Afrique du Sud offrait aux compagnies mozambicaines, le système des compagnies fut nettement moins vigoureux. Il y eut bien une tentative, principalement française, avec la Companhia de Moçamedes en 1894, mais les résultats furent très médiocres. Ici, il fallut attendre la fin des années 1910, en 1917, où était créée, avec des capitaux belges, anglais, français, nord-américains et portugais, la Diamang, Compagnie des Diamants d'Angola, une filiale de l'anglo-américaine Diamond & Co. En 1911, sur le modèle français, la toute jeune République portugaise se dota d'un ministère des colonies, auquel fut confiée la tâche d'administrer les possessions éparses sur 3 continents. Cependant, pour éviter des malentendus, le ministre déclara officiellement que le nouveau gouvernement considérait les possessions d'outre-mer comme un patrimoine aussi sacré que le territoire de la mère patrie. Dans la Constitution de 1911, ainsi que dans bien d'autres textes officiels, le mot colonie apparaissait aux côtés du mot province d'outre-mer et avait le même sens. En 1914, des lois organiques furent promulguées pour l'ensemble des colonies. Cependant, les républicains au pouvoir à Lisbonne organisaient un certain degré d'autonomie administrative et financière pour chacune d'entre elles, conformément à l'idéologie dominante de l'époque, au Portugal comme ailleurs, qui établissait des stades d'accession à la civilisation selon les peuples. Il fut établi pour les habitants de Timor et d'Afrique une série de droits indigènes. En revanche, ceux de Goa, par exemple, étaient indistinctement considérés. Dans ces colonies, les habitants étaient protégés par le gouverneur grâce à une législation spéciale. Le droit privé devait obéir aux usages et coutumes traditionnels. Aucun droit politique n'était accordé aux indigènes, excepté ce qu'ils pouvaient exercer dans le cadre très strict de leur vie tribale respective. Oliveira Marques, 1998, page 545-547. On y distinguait également des indigènes assimilés, ceux qui étaient baptisés et avaient appris le portugais. Mais en 1930, on ne comptait que 70 000 assimilés en Angola et 4 000 au Mozambique, soit moins de 1% de la population. C'était là davantage un effet des réticences des Africains, car l'obtention du salut d'assimilés appliquait le paiement de l'impôt et ne conférait d'aucun pouvoir, sinon le reflet d'une apathie portugaise. Durant les années 1920, les hauts commissaires Norton de Matos en Angola et Brito Comancho au Mozambique avaient tenté de promouvoir, non sans autoritarisme, cette politique d'outre-mer progressiste que la République avait voulu. Le premier notamment avait voulu, avec quelques résultats, comme l'arrêt des déportations de main-d'œuvre d'Angola vers Sao Tomé, mettre fin au régime du travail forcé. La prise du pouvoir de Salazar en 1926-1928 signifia la fin de cette politique. L'acte colonial de 1930, décidé par Antonio Salazar, également ministre des colonies, supprime l'autonomie financière et administrative des colonies que les lois de 1914 et 1917 leur avaient accordée. Les hauts commissaires, que l'on accuse d'avoir été trop complaisants à l'égard des intérêts anglais ou sud-africains, sont rappelés. L'article 1er interdisait à l'avenir l'établissement des compagnies impériales, mais permettrait à celles qui étaient en activité d'exercer les termes de leur contrat. L'acte colonial de 1930 renouait également avec le travail forcé,
qu'à bien des égards il renforçait. Non seulement les indigènes demeurent contraints de travailler sur les plantations et dans les mines locales, mais les Mozambicains, surtout, pouvaient être touchés par l'accord de 1928 avec l'Afrique du Sud, qui spécifiait que la colonie s'engageait à fournir entre 65 000 et 100 000 travailleurs par an pour les mines du Transvaal, 800 000 Mozambicains en 1960. Plus globalement, l'acte colonial n'était pas simple réorganisation administrative. Intensifiant certains traits intégrationnistes déjà anciens, le Portugal était depuis 1820 la seule langue officielle, expression éminemment politique du volontarisme nationaliste salazariste. Il prétendait réaliser en plus une seule entité portugaise, même si les statuts spéciaux pour les indigènes sont maintenus. L'article 2 déclarait appartenir à l'essence organique de la nation portugaise, la mission historique de posséder et de coloniser les territoires d'outre-mer et de civiliser les populations indigènes y vivant. Une nouvelle expression, celle d'empire colonial portugais, commence à être employée dans les textes officiels. L'article 5 considérait l'empire colonial comme solidaire dans ses parties avec la métropole. En 1938, le président Carmona inaugure la pratique des visites outre-mer. La centralisation est considérablement renforcée par des conférences réunissant les gouverneurs et des tournées d'inspection des ministres. En 1940, se tint à Lisbonne la grande exposition du monde portugais. En 1953, la politique d'intégration est confirmée et intensifiée par une nouvelle loi organique transformant les colonies, un terme dont l'écho était désormais négatif au moment où, après l'Inde, l'Indonésie s'émancipait en province d'outre-mer, assimilée à tout point de vue à la métropole. À ce titre, le gouvernement entendit se soustraire aux résolutions de l'ONU concernant la responsabilité des puissances coloniales envers les territoires placés sous leur dépendance. Au début des années 1960, le ministre des Affaires étrangères alla jusqu'à déclarer à la presse de Washington que les Portugais se considéraient comme une nation africaine, par intégration et multiculturalisme. Olivier Remarque, 1998, page 549. Enfin, l'aboutissement de cette politique intégrationniste à outrance fut, en 1961, la suppression du statut de l'indigénat. Tous les habitants de l'Empire désormais seront considérés, sans restriction, comme des citoyens portugais. Mais à cette date, il était déjà trop tard. En février 1961, quelques centaines de membres du MPLA, Mouvement populaire de libération de l'Angola, attaquèrent les prisons, les casernes et la station de radio de Luanda. Débutaient ainsi les guerres coloniales qui allaient conduire 13 ans plus tard à la chute du régime à Lisbonne et à la disparition du dernier et du plus vieil empire colonial. En décembre 1961, les troupes indiennes occupèrent Goa et Damao. Jusque-là, en revanche, l'outre-mer portugais n'avait été que fort peu perturbé par les revendications mondiales d'émancipation. D'abord parce que la censure, la police politique salazariste et l'armée auraient étouffé dans l'œuf et réprimé sans état d'âme toute velléité de contestation. En 1953, une révolte contre le travail forcé à Sao Tomé fut noyée dans le sang. Ensuite, parce que, faute de substrat démographique, au début du siècle, il n'y avait que 12 000 Portugais en Afrique. En 1970, on recensait 200 000 Portugais de souche métropolitaine au Mozambique et 450 000 en Angola, pour respectivement 7 millions et demi et 5 millions d'habitants. Et en vertu précisément de l'idéologie intégrationniste, qui ne fut pas que simple slogan gouvernemental, il n'y eut pas de nationalisme créole. C'est là une différence radicale avec l'outre-mer espagnol de la deuxième moitié du XIXe siècle. Enfin, parce que le nationalisme africain, fût-il simplement culturel, n'avait pu dépasser, jusqu'au milieu des années 1950, le stade embryonnaire. Quel contenu en effet donner à une conscience angolaise ou mozambicaine, alors même que les termes étaient des créations coloniales récentes. Au XXe siècle, l'Empire a tenu une place considérable dans l'économie portugaise, croissante durant les années 1950 et 1960. La création en 1950 d'une zone escudo en témoigne en même temps qu'elle en souligne la volonté. Les années 1950 ont été marquées par le démarrage de l'extraction pétrolière dans l'enclave de Cabinda, le développement du potentiel hydroélectrique, barrage de Cabo Rabassa sur le Zambèze, la hausse très notable des revenus tirés des ports, à Lobito en Angola, Beira et Lourenço Marques au Mozambique, débouchés obligatoires pour les zones minières de l'intérieur du continent, Katanga, Rhodésie, Transvaal. Durant les années 1960, en pleine guerre, le gouvernement portugais multipliera les investissements en partenariat avec capitaux allemands, comme Krupp, et italiens, comme Pirelli. Là encore, il sera bien tard. Trop tard pour espérer, d'une part, atténuer la vigueur politique et militaire du nationalisme africain, d'autre part, orienter significativement vers ces provinces d'outre-mer
les excédents démographiques de métropole. Car malgré les incitations à l'installation et une sensible augmentation des établissements, l'Afrique n'aura jamais pu devenir véritablement une colonie de peuplement. Les métropolitains, en effet, préfèrent l'étranger européen que l'Afrique, fût-elle portugaise, sauf à y être contraints en tant que conscrits. Serait-ce dire là que les rêves de l'usotropicalisme n'auraient été que chimères? Rien n'est moins sûr. L'anthropologue portugaise Rosa Mara Pérez pense qu'au lieu de souligner les différences culturelles entre les diverses populations qui l'avaient réunies, le Portugal a généré dans une très large mesure un lusocentrisme narcissique, devenu au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'accession à l'indépendance une vraie nostalgie d'un paradis perdu, et ce qui peut paraître plus singulier, non pas tant à l'est qu'à l'ouest. Alito Siqueira montre combien les émigrés indiens originaires de Goa aux États-Unis et au Canada se sentent portugais. Citation. In contrast to the British, the Portuguese had, it seems to me, a different relation to the culture conquered. In Goa, the Portuguese emphasized what at some time was termed as the doctrine of the assimilados. Rather than see difference, the emphasis was on actual and potential absorption of Goa and Goans into Portuguese culture and identity. Soit, cependant, et même si Amilcar Cabral, fondateur du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, et infatigable lutteur contre les armées portugaises jusqu'à son assassinat en 1973, aimait déclarer son amour de la langue et de la culture portugaise, peut-on rétrospectivement imputer l'impossibilité de transformer des sociétés coloniales en parties intégrantes d'un ensemble social ultramarin et l'effondrement impérial des années 1970 simplement à l'avidité des oligarques et à l'entêtement des gouvernements de Salazar et de Caetano, ou considérer plus fondamentalement que cette impossibilité était intrinsèquement contenue dans le projet, dès lors qu'il s'agissait d'articuler l'exploitation et la domination?